Quand je regarde notre Fénois, je me demande, à quoi va-t-il ressembler demain? Ou plutôt, à quoi veut-on qu'il ressemble? Face au défi du changement climatique, de la montée des océans ou de la pollution plastique, ici on est en première ligne. La solution, au fond, on la connaît tous. Réduire ses déchets, mieux consommer, moins polluer. Ok alors, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on commence par quoi? Sans se prendre la tête, comment chacun d'entre nous peut changer ses habitudes pour le bien de la planète? Ici à Tahiti, si on part faire le tour de l'île, armé d'un micro et d'une caméra, on peut voir que de Taravao à Mahina, en passant par Papara, des femmes et des hommes se bougent pour construire le Fénois de demain. Ils produisent bio, luttent contre le plastique et protègent les coraux et les oiseaux. Et si notre île devenait un exemple de sobriété heureuse, un vrai laboratoire écolo? Souvent, les nouvelles techniques reprennent celles des ancêtres, adaptées au monde d'aujourd'hui. La permaculture existait déjà dans le fa'apu traditionnel. Les aires marines protégées viennent du rahui. Imaginez demain sans oublier hier. Fa'afaite. Justement, chez les Tupuna, Apopo voulait dire demain. Puis il a été remplacé par Ananhei, qui lui voulait dire hier. Et si on remettait Apopo au goût du jour? Ça tombe bien. Apopo, c'est aussi les félicitations que méritent les personnes incroyables qui sont passées à l'action pour bâtir le Fénois de demain. La base, c'est le fa'apu, la terre qui nous donne du main tous les jours. C'est parti pour Papeari et Taravao pour rencontrer des agriculteurs bio. Tamari no te Fénois et ato e manao te ieo. Je m'appelle Jean-Baptiste Tavanae. Je suis un agriculteur certifié bio par le SPG Biofetia. Je cultive des concombres, tomates, courgettes et papaye solo, des fruitiers, papaye solo, même de la salade et potas. En fait, j'ai vécu avec ma grand-mère, tout ça, et ma grand-mère, elle est plus dans le champ, tout ce qui est fa'apu, et c'est vraiment ce qu'elle fait. Et depuis, ça m'a vraiment poussé envie de faire de l'agriculture. Alors, il faut s'y mettre, parce que dans le monde entier, on entend qu'il y a des produits chimiques qui contaminent, tu vois, il y a la santé qui s'aggrave. Alors, c'est mieux maintenant de changer cette alimentation, cette façon de cultiver aussi. Voilà. Le projet, en fait, c'est vraiment de partager déjà. Moi, c'est partager mes connaissances dans le bio et aussi d'aller, en fait, donner des formations ça, à la prison ou sinon à d'autres endroits. Mais je suis pour partager. Voilà. Mais après, c'est pour aussi développer aussi l'agriculture et que tout le monde puisse s'y mettre dans l'agriculture biologique. C'est pas le fait d'apprendre et de ne rien faire, c'est de les suivre en fait ces personnes-là jusqu'au bout, jusqu'à le montage du projet. Voilà. En étant jeune, il y a déjà le physique, tu as toujours la force, je dirais, l'énergie. Il faut transmettre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens en fait en ce moment qui n'ont pas de travail aussi. Et l'agriculture, tu peux vivre de l'agriculture. Pour moi déjà, le secret, c'est que il faut avoir la volonté de le faire. Si tu aimes ce métier-là, tu peux faire que tout réussir ce que tu fais. Mais après, par rapport à ce que je fais, parce que je travaille la journée, des fois, je place des papayes, c'est des trucs énergétiques. Ça, il faut le prendre. Sinon, des jus de noni. Voilà, un peu de jus de noni le matin. Ça punch, je dirais ça. Il y a de l'énergie. Voilà. En fait, il faut savoir que maintenant, ça existe Internet. Avant, il n'y avait pas Internet. Et Internet, ça nous aide aussi, les agriculteurs, d'avoir en fait des petites idées, des techniques. Tu vois, par exemple, comme la culture sans eau. Alors, je l'ai trouvé ça sur YouTube. Et après, il faut mettre en application, il faut tester sur des petites parcelles. Et donc, dès que tu vois que tu as réussi ici, c'est de maintenir en fait tout ce qui est préparation du sol, tout ce qui est apport nutritif, tout ça, de maintenir ça et de ne plus changer la technique. Voilà. Et c'est ça qui fait que tu peux réussir. Moi, j'ai un message pour tous les jeunes des îles Tuamotu ou
des soulevants un peu partout. C'est vraiment de se lancer dans l'agriculture si vous avez du foncier. Même avec très peu de mètres carrés, à 500 mètres carrés, vous pouvez vivre en fait. Mais il faut peut-être se rapprocher avec des personnes qui ont déjà travaillé dans ce domaine-là pour pouvoir les aider. C'est comme je disais, c'est que moi je partage et après c'est à chacun après de le faire. Voilà, c'est ça. Mais le message c'est de se débrouiller. Il ne faut pas aussi rester, attendre à ce que les dispositifs sortent. Il faut dès maintenant se lancer. Voilà. Tamari no te whenua E aha toe mana o te ieo O te ie haerira api. Et voilà, je m'appelle Yann Jean-Claude, je suis un exploitant agricole bio, certifié Biofetia. On est sur les hauteurs du plateau de Taravao. Nous avons un potager et des vergers. Tous mes produits, je les mets à la vente à Piret. C'est important de faire du bio, c'est pour préserver d'abord la santé de l'homme. On doit manger bio pour être en bonne santé. Et l'avantage à l'agriculteur, il n'a pas besoin de subir, disons, les effets néfastes des pesticides. Si je vais en conventionnel, je dois utiliser tous les produits de synthèse et ça va polluer d'abord la personne, en plus la terre, et ça va polluer notre planète. Donc on revient le bio vers la nature pour préserver notre environnement. Ok, nous sommes passés à l'exploitation bio il y a plus de 20 ans de ça. Et ça fait une dizaine d'années, nous avons commencé à enseigner le bio à la population suite à une demande du gouvernement. Ils sont venus ici, ils ont demandé qu'on puisse former nos Polynésiens à manger bio. On enseigne le bio traditionnel, que nous avons fait auparavant. Et on a vu qu'il y a un petit problème pour le Polynésien de passer par un bio traditionnel, ça veut dire compost, culture associée. Ça veut venir à la permaculture, dans une culture plus appropriée pour la Polynésienne, où on dépend moins donc, du compost. Ici, ils appellent ça le rahui. Nous, on est venu au rahui traditionnel. Ça veut dire que nous travaillons avec les arbres, on appelle ça des légumineuses. Nous prenons donc les rameaux, les feuilles, nous faisons pourrir sur la plate-bande. On fait bénéficier la terre, les micro-organismes, après nous plantons. Si c'est un verger, nous plantons des légumineuses, comme par exemple le marumaru, le kilsiridia, ou autres espèces donc, de légumineuses comme le moringa. On les plante à côté des arbres fruitiers et les racines vont nourrir donc nos récoltes. Avec les feuilles, on les met en paillage. Ça, c'est la vraie permaculture commerciale. Les connaissances d'avant, c'est bien, mais ils n'ont pas les connaissances actuelles. Disons, ils le savent par l'expérience, mais ils ont perdu maintenant cette connaissance. Nous avons un ingénieur agronome, nous avons un grand-père, et c'est lui qui nous donne l'enseignement qui est de revenir vers la nature. Donc si on veut que les légumes soient bio, il faut qu'on donne conscience aux élèves. Ils disent on veut manger des légumes bio, on va dire à leurs parents, on veut manger des légumes bio. Donc avec cette chaîne de conscience, on va dire au magasin, je veux des légumes bio. Donc petit à petit, ça fait une boule de neige. On va dire à l'agriculteur, le fournisseur, hey, mes clients veulent des légumes bio. Donc, plantez des légumes bio. Si vous ne savez pas, allez voir le SDR, allez voir l'agriculture, il va vous enseigner. Si vous voulez un modèle échantillon, vous allez à HP ou des exploitants agricoles bio, il va vous montrer comment planter bio. Ils peuvent, chez eux, avec quelques mètres carrés, faire une culture, par exemple, de tomates, de salade, avec quelques engrais bio. Ils peuvent produire quelques kilos et vendre au magasin. Ils ont de quoi subvenir. Lorsqu'on parle de subvenir, je ne parle pas de simig. Je parle d'un moyen de subsistance. Si je veux avoir 1000 francs aujourd'hui, je suis heureux. Pourquoi je vais mesurer mon 1000 francs avec un 1000 francs de simig ou un 1000 francs de fonctionnaire? Si ce 1000 francs me suffit pour acheter du pain, mais je suis heureux. On est là pour tailler, cueillir. C'est tout. Yorana, bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 29 ans et je suis co-gérant de la ferme permacole de Tipapa. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans l'impression papier, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans l'audiovisuel et finalement j'ai travaillé basiquement, je me suis remis à faire des travaux basiques genre fapou, planter, couper du fer, couper du bois, faire du ciment, des choses très basiques comme ça. Et c'est là que j'ai commencé en travaillant vraiment avec mes mains, c'est là que j'ai vraiment commencé à retrouver ce que j'étais, retrouver mon identité. Il y a probablement peut-être encore une centaine de fruits que je connais pas et qui sont des fruits que nos tupuna, que les ancêtres mangeaient, mais qu'on a fini par oublier à cause du modernisme, à cause du fait qu'il y a eu trop d'argent tout d'un coup. Il y a eu, la Polynésie a connu une époque où il y a eu un flux d'argent énorme, et c'est ça qui a vraiment
qui a vraiment nui à la santé des Polynésiens, c'est qu'il y a eu trop d'argent. C'est surtout ça sur lequel je veux insister. Et c'est marrant de voir à quel point trop d'argent a vraiment appauvri la connaissance des Polynésiens. Appauvri la connaissance des Polynésiens et donc la santé des Polynésiens. Parce que ce que je voulais dire aux jeunes qui veulent s'intéresser à la permaculture, à l'agriculture en général, ou alors à un rythme de vie, à une qualité de vie, à une meilleure qualité de vie, c'est tout simplement d'aller se renseigner dans les événements comme les floralies, les foires agricoles, les marchés du terroir, les endroits où il y a des personnes âgées qui vendent leurs plantes et ils ont des connaissances, ils ont un héritage qu'ils ont à léguer aux jeunes générations qui ont bien envie de s'y intéresser. Après, au marché ou à l'épicerie, comment savoir si le légume ou le fruit est bio? Pour ça, il existe des labels comme le SPG Biofetia. C'est marqué dessus comme le porc salut. Miama, vous n'avez plus d'excuses maintenant. Bonjour, je m'appelle Fatawila Heiva, je travaille pour le SPG Biofetia. Donc le SPG Biofetia, c'est un système participatif de garantie qui regroupe des agriculteurs et des consommateurs qui sont impliqués dans la démarche bio et dans la labellisation des produits locaux agricoles. Alors pour un agriculteur, avoir la labellisation, ça permet de valoriser ses produits et prouver aux consommateurs que c'est garanti que ce produit est bio. D'abord, il y a l'agriculture conventionnelle, donc tout le monde sait, c'est utiliser des produits qu'on veuille ou pas regarder la dose, donc c'est ça. Maintenant, le raisonné, c'est quelqu'un qui utilise les produits en dernier recours. Il va d'abord essayer de faire des méthodes préventives et vraiment, quand il n'en peut plus, il utilise des produits chimiques. Alors que l'agriculture biologique, c'est vraiment interdiction d'utiliser de produits chimiques ni d'OGM. Alors le bio, c'est revenir aux cultures traditionnelles, aux méthodes culturelles que nos ancêtres ont toujours fait. Pourquoi manger local? C'est pour valoriser déjà nos produits. On peut manger local, on peut manger nos produits à toutes les sauces en gros. Parce que là maintenant on a évolué, on aime bien les chips, on peut faire des chips de ouro, des chips de taro. Donc déjà ça, et c'est des produits qui poussent facilement. Alors pour tous les jeunes qui veulent se lancer, n'hésitez pas, déjà en bio. Et ensuite venez consulter notre site internet et notre page Facebook aussi, on a des infos qui passent souvent. Et sur notre site internet www.biofetia.pf. Sans forcément devenir agriculteur, on pourrait déjà débuter en faisant son propre engrais, à la naturelle, à la maison. C'est parti pour le tuto compost. Bonjour, je m'appelle Karel Luciani, je suis polynésien et je suis expert en compost. À Tahiti, je fais d'une part des formations pour le grand public. Donc ici à l'atelier, j'organise tous les samedis matins des initiations aux techniques de compostage. Donc c'est vraiment le compostage domestique où je vais apprendre aux participants à gérer leurs déchets de cuisine, leurs biodéchets de cuisine et également du jardin. Composter, c'est vraiment un acte éco-citoyen et qui est très important pour nos îles parce que ici en Polynésie, 62% de nos déchets du bac gris, de la poubelle grise, est constitué de biodéchets. Donc en théorie, on pourrait composter 2/3 de notre poubelle grise. Alors pour un bon compost, il faut simplement retenir que c'est le travail qui est fait, pour obtenir du compost, ce sont des organismes vivants. Donc la bonne recette, c'est de garder à l'esprit que les animaux vivants ont besoin d'oxygène, ont besoin de manger et ont besoin de boire. Donc quand on a suffisamment à manger d'eau et d'oxygène, le compost va être fabriqué rapidement par ces micro-organismes et en 3-4 mois, on va obtenir un joli compost qu'on pourra utiliser au jardin. Donc pour la bonne recette, il faut mettre à peu près le même volume de déchets verts et de déchets bruns.
Donc les déchets verts, on appelle aussi les déchets humides ou azotés. Donc c'est les déchets de cuisine, c'est les déchets qui sont pleins d'eau, qui sont un peu plus lourds. Et les déchets carbonés, les déchets bruns, c'est tout ce qui est matériaux secs. Donc les feuilles du jardin qu'on a ratissées, la paille, les cartons, les papiers journaux. En fait, dans son composteur, on peut pratiquement tout y mettre. Tout ce qui est biodéchets, tout ce qui vient du vivant, peut être recyclé par la méthode du compostage. Tamari no te whenua E aha to e mana o te ie o te ie haerera api E ora naro to I te onipa Côté montagne, rendez-vous chez les abeilles. En plus de faire du miel, les abeilles bossent non-stop pour notre écosystème en butinant sans relâche. Jamais few. Je m'appelle Kalai Selam, je suis apiculteur sur Tahiti depuis 2009 et je suis moniteur en apiculture aussi depuis 2013. Aujourd'hui, je conduis une exploitation d'à peu près un peu plus de 50 ruches réparties sur la côte ouest de Tahiti. Et donc j'ai plusieurs ruchers, c'est-à-dire des aires où il y a plusieurs ruches réunies en même temps, qui vont d'ici, de Faa, jusqu'à Chopo. Ce n'est un secret pour personne, hein. On considère que les abeilles sont des sentinelles de l'environnement et qu'elles ont une utilité importante pour ce qui est de la pollinisation des arbres fruitiers et des plantes que nous consommons. Et les insectes pollinisateurs d'une manière générale jouent ce rôle. Et l'abeille domestiquée, l'Apis mellifera, est celle qui a le plus grand impact en termes de pollinisation. Enfin, un des dangers qui est reconnu aujourd'hui, c'est le syndrome d'effondrement des colonies. Donc c'est un problème connu dans plusieurs grands pays, les États-Unis, la Chine, l'Europe. Et en fait, c'est un problème qui a une source multifactorielle et où les abeilles disparaissent à cause notamment des activités humaines, donc l'utilisation des pesticides, des fongicides, les semences transgéniques. Moi j'encourage tous les jeunes qui sont dans les archipels éloignés, notamment les archipels des Tuamotu, l'archipel des Marquises et encore l'archipel des Australes, à développer cette activité pour en faire d'abord un complément de revenus et peut-être après pour en faire un revenu principal. Tout dépend en fait de la qualité de votre façon de travailler, de la qualité de votre exploitation. Donc dans mon activité de moniteur en apiculture depuis 2013, je sillonne en fait tous les archipels régulièrement pour proposer ce genre de formation sur des thèmes précis. Et elles permettent à des jeunes apiculteurs en herbe de pouvoir apprendre les bases, démarrer l'activité, voir s'ils sont faits pour ça, entre guillemets, et s'ils veulent développer leur activité, bien on propose d'autres thèmes professionnalisants. Côté lagon, les coraux, c'est beau, mais c'est aussi vital. Des coraux qui meurent, ça veut dire moins de poissons dans le lagon, et donc moins de mains pour nous. Yorana, je m'appelle Tayano, j'ai 20 ans, je suis originaire de Moorea et je fais partie de l'association Moorea Coral Gardener. Yorana, je m'appelle Titouan, j'ai 20 ans également et je suis aussi membre de l'association Coral Gardeners. J'habite à Moorea depuis que je suis tout petit également, mais je suis né au Tuamotu sur une ferme perlière. Et ces dernières années, en allant surfer, en allant pêcher, on s'est rendu compte d'un grand changement sur notre surf park, sur notre terrain de jeu. Les coraux, ils étaient en train de blanchir et après ils devenaient marrons, parasités par des algues et ils mouraient. Et au début, on ne savait pas que ça allait pouvoir avoir des impacts déjà sur notre vie mais aussi sur tout l'écosystème marin. Mais maintenant on sait que les récifs coralliens sont bien plus importants et complexes qu'on le pense. Et c'est pour ça qu'avec tous nos potes, on s'est rassemblés autour d'un projet et on a créé notre association Coral Gardeners.
Donc voilà, les récifs coralliens, ils représentent uniquement 0,1% de tous les océans. Et ils abritent un quart des espèces marines répertoriées à ce jour. Donc même si le grand thon rouge ne vit pas dans les cavités du récif, il en dépend à 100% pour se nourrir. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que on a perdu à peu près 25% des récifs coralliens dans le monde, ils sont morts. 30% sont d'ores et déjà condamnés. En gros, ça fait la moitié des récifs coralliens de la planète. On ne peut plus rien faire pour eux. Et les scientifiques, ils estiment que si rien n'est fait en 2050, dans 32 ans, il n'y aura plus aucun corail sur Terre. Notre plus gros rêve en termes de sensibilisation, ça serait de créer un mouvement de sensibilisation à l'échelle mondiale, puisque tout le monde profite de l'océan, respire l'océan, et tout le monde est responsable de la dégradation de ces écosystèmes. Et que ce soit la personne à New York, en Australie, en France ou à Tahiti, on est tous concernés, comme je le disais, et ça serait cool que tout le monde puisse faire partie de la solution. On a eu énormément de gens qui nous sollicitent sur les réseaux sociaux pour rentrer dans notre projet. Donc là, les prochains mois, on espère pouvoir leur proposer des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes faire partie de la solution. Et durant un petit happy hour avec leurs potes, ils vont pouvoir sensibiliser en 5 minutes leurs potes. Nous, on n'aimerait vraiment pas avoir un constat moralisateur auprès des gens, leur dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Je pense qu'ils s'en fiouent, ils en ont assez d'entendre tout ça. Au contraire, on aimerait leur donner espoir, les inviter à nous rejoindre, à faire une sensibilisation avec nous ou à venir planter des coraux. Et participer activement à la sauvegarde des récifs coralliens. C'est pourquoi qu'on propose aussi aux gens d'adopter leurs coraux, c'est comme ça qu'on finance nos actions. En fait, les gens ils vont donner un nom à leur corail, on va le planter pour toi ou avec toi à Moorea, prendre une photo lorsqu'on plante le corail et tu vas recevoir ton certificat d'adoption que Tayano va t'envoyer par email. Et ça, on peut le faire sur site internet de partout dans le monde et c'est comme ça qu'on peut agir pour la sauvegarde de ces écosystèmes récifales. Je suis Vergne Niki, j'ai 27 ans. Avec la commune de Teveuta, nous avons monté, avec l'aide aussi des pêcheurs de la commune, une petite collectivité qui s'occupe en fait de gérer le rahoui, de le mettre en place. Donc décider de tout ce qui est taille du poisson, temps de rahoui et les délimitations. Pour moi, le rahoui, c'est un système que nos anciens avaient mis en place à l'époque pour protéger en fait les ressources. Eux, ils avaient déjà compris qu'il fallait respecter en fait la nature déjà en le préservant. Quand on a commencé à monter ce projet-là, c'était pas évident, c'était vraiment difficile au départ. Mais après, au fur et à mesure qu'on faisait des réunions, ils ont pris conscience qu'effectivement il fallait faire quelque chose. Il y avait de moins en moins de ressources. Toutes les communes de Tahiti, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent en place une petite zone rahoui dans leur espace, leur espace maritime, dans le lagon. Et si toutes les communes mettaient en place cette petite zone et que tout le monde prenne conscience que c'est important, je pense que le poisson va revenir et on pourra en profiter encore. Yorana, je suis Solange Opeta de l'association Rahoui Nui. Le Rahoui Nui signifie pour nous, les Australes, c'est une conservation des ressources marines au large. Alors c'est important pour la génération future car on s'est rendu compte que les poissons dans nos océans, on n'en a presque plus. C'est difficile d'aller les chercher car ils sont plus, on n'arrive plus. Il faut aller de plus en plus loin pour chercher le poisson. C'est dans cet objectif-là aussi que nous avons voulu mettre le rahoui pour que plus tard, avec cette zone que nous voulons justement délimiter, qui soit un peu mis en rahoui, c'est que ça se régénère et c'est une nurserie aussi de poissons qui fait que plus tard, qu'ils soient en abondance, puissent venir sur les côtes ou sinon au large.
Côté ciel, rendez-vous avec les oiseaux. En navigation et pour la pêche traditionnelle, ils étaient nos boussoles. Et s'il suffisait de protéger nos oiseaux endémiques pour retrouver notre route? De 3 perruches endémiques, j'en ai fait 3 mascottes. Pourquoi? Pour permettre à l'enfant polynésien de se réapproprier cette culture en touche patrimoine, et donc c'est permettre une réappropriation de ces espèces endémiques pour finalement réconcilier l'homme avec son environnement naturel. Voilà. L'oiseau, pour le Uraïvairo de Rematara, il est recensé à peu près, d'après les derniers recensements, à 800 individus. Donc il est pas en augmentation, il stabilise, mais voilà, il est en sursis, il faut pas se voiler la face. Son principal fléau, c'est le rat noir. Donc il y a des grosses mesures entreprises par les associations internationales et locales. On est souvent à inventer les animaux marins, donc que sont les baleines, les tortues, les dauphins. En même temps, voilà, ces animaux terrestres existent, ils ont souvent, à mon sens, ils ont souvent été mis dans l'ombre, réservés à une élite, chercheurs vétérinaires, et donc moi, je suis sur de la vulgarisation. Voilà, j'ai voulu vulgariser cet oiseau pour en faire une mascotte, pour permettre à l'enfant de se rapprocher de cet oiseau. Je m'appelle Tehani, j'ai 27 ans et je travaille à l'association Manu, la société d'ornithologie de Polynésie. Les oiseaux de mer ont été utilisés pour naviguer, ils sont aussi utilisés aujourd'hui pour la pêche. Donc on peut savoir quel poisson tu pêches en voyant quel oiseau est en mer. Donc par exemple les itete et les gigis blanches, tu sais qu'il y a des bandes mahi-mahi. On utilisait aussi les oiseaux endémiques, avant, utilisés pour les parures, et aussi tous ces oiseaux font partie des légendes aussi, donc les légendes locales. Donc, par exemple, la gallicolombe des Marquises, le cotoué, il y a des femmes aux Marquises qui m'ont dit que cet oiseau-là les a inspirées pour la danse de l'oiseau. C'est quelque chose de très culturel. Ça ne suffit pas de juste revenir au Rahui. Quelquefois, il faut aussi adapter à ces anciennes coutumes et qu'elles deviennent des coutumes à nous aujourd'hui. Voilà. Parce que, par exemple, avant le Rahui, c'était ne pas ramasser pendant une saison, alors que maintenant, il faudrait faire peut-être 2 ou 3 ans plus, tu vois, parce que justement, les colonies sont tellement abîmées qu'il faut bien adapter à aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez aussi aider quand on est membre, aider pour sauver des pétrels qui ont besoin d'être ramassés ou d'être lâchés, parce qu'on n'est pas beaucoup dans l'association et c'est bien d'avoir beaucoup de bénévoles qui soient formés sur ça. Entreprendre et consommer vert. En fait, ça commence dès qu'on fait les courses. Faut se dire que notre carte bancaire, c'est un peu comme un bulletin de vote. À chaque fois qu'on achète un produit, on vote pour la marque. À nous de changer nos habitudes pour faire changer les entreprises. Et pour lutter contre les emballages plastiques, les déchets et tout, on peut commencer à acheter en vrac des produits locaux. Ça demande pas trop d'efforts et en plus, on paye pas le marketing de l'emballage. Rana, bienvenue à l'épicerie Ecovac, la première épicerie de produits vendus sans emballage. Alors je suis Noéline Fouessan, j'ai 25 ans et je suis la gérante de l'épicerie Ecovac. C'est une épicerie où les produits seront vendus sans emballage et c'est là tout l'avantage de pouvoir réduire ses déchets dans cette épicerie. On peut trouver pas mal de produits du quotidien, ça sera des céréales, des graines, des pâtes, des farines, du riz, tout ce qui est sec est proposé en vrac, et également des huiles et du vinaigre, ou encore des produits d'hygiène et ménager comme le savon, le shampoing. Promouvoir le local, peut-être pas énorme, mais on essaye au maximum de le mettre en avant. Je fais également intervenir des artisans locaux, que ce soit de la savonnerie, et qui est en lien avec l'épicerie, donc zéro déchet, alternatif. Toutes ces choses-là, moi je les propose et je suis très contente d'avoir aussi des personnes qui viennent vers moi pour les proposer.
Et je milite depuis que je suis toute petite. C'était impossible pour moi de ne pas travailler dans l'environnement. Pourquoi est-ce que c'est venu comme ça de faire une épicerie? Parce que malheureusement on continue à acheter des produits, autant les proposer en vrac. Après j'ai fait un master en sciences de l'environnement. Donc en fait on étudiait les pollutions, les contaminations des milieux, que ce soit l'eau, l'air, le sol, mais du laboratoire. Donc c'était intéressant. Parce que tu avais vraiment l'impression de voir la pollution même, mais concrètement il n'y avait rien. Et c'est là où j'ai ressenti ce besoin de faire quelque chose de concret, quelque chose qui apporterait une solution directement, et en même temps voir du monde, c'est important. Ça a été la réaction de ma grand-mère, parce que évidemment moi je suis l'une de ses dernières petits-enfants. Et quand je lui ai annoncé que j'allais faire un magasin comme ça, elle n'a pas compris. Et elle a été un petit peu de l'époque où d'un seul coup il y a eu le plastique, donc pour elle, pourquoi est-ce qu'on retournait à ce moment-là? Et en même temps, elle a agréablement bien réagi, elle est venue à l'épicerie et elle a eu les larmes aux yeux parce qu'elle a vu ce que j'avais monté. On revient à des modes plus simples. On a l'impression que c'est plus compliqué, mais au final c'est bien plus simple et bien plus sain. On peut faire des efforts au quotidien. Les gens sont déjà dans cette optique, dans cette compréhension du fait qu'on produit des déchets, qu'on est une petite île et qu'il faudra réduire parce qu'en plus ça nous coûte. Donc je pense que d'ici quelques années, il y aura beaucoup plus d'épiceries en vrac. Ça va aller dans cette dynamique où tout le monde va réduire ses déchets. C'est là où j'ai été très étonnée, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait de la curiosité. Mais je pensais pas qu'elle serait aussi importante. Il y a beaucoup plus de monde que ce que j'imaginais qui passerait. Je m'étais fait une idée, il y a la communauté, il y aura ceux qui communiquent avec la communauté. Et au final, c'est parti jusque dans les îles, de partout. J'ai même des touristes qui viennent dans l'épicerie en me disant « Ah, mais on en avait entendu parler, on était à Londres et puis on s'est dit comment on va à Tahiti, on va y passer. » Et c'est fou, parce que du coup, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu. Les les Tahitiens, voilà, il y a de tout, beaucoup de Chinois aussi, c'est très varié. Donc ils sont tous en train d'essayer l'épicerie, le concept, et j'ai des retours de partout. C'est vraiment bien. Si tu veux produire local en respectant l'environnement et que tu as envie de lancer ton entreprise à Tahiti, c'est le moment. Yorana, je m'appelle Beniti Vanentouma, j'ai 29 ans, je suis donc la créatrice de la marque La Conserverie de Tahiti. À Noël, on nous a offert un panier gourmand de la conserverie Label Lilloise, qui est une conserverie assez connue en métropole, et ça m'a donné l'idée de créer la même chose ici sur le territoire. Il y a une prise de conscience au niveau mondial des questions environnementales et moi je me sentais concernée dans le sens où j'avais l'impression de pouvoir faire quelque chose. À mon niveau bien sûr, mais de pouvoir faire quelque chose. Donc au niveau de la conserverie, déjà on utilise des poissons issus de la pêche durable. Ensuite, effectivement, on utilise le maximum d'ingrédients autour de nous, c'est-à-dire tout ce qui est possible d'utiliser, comme la vanille de Tahiti qu'on met en avant, voilà, on l'utilise ici. Plus globalement, au niveau de la conserverie, on n'a pas, depuis le début, on n'a pas de sacs plastiques, on a des sachets qui sont réutilisables. Le choix de l'emballage, c'est-à-dire que la boîte de conserve, c'est quand même l'emballage le plus recyclé au monde parce qu'il est facile à collecter. Nous, on produit tout juste dans l'atelier qui est derrière parce que on veut garder le goût des produits. On est sur la patate douce et le taro sur des produits qui sont produits à Papara. Donc en plus, on limite l'impact carbone. Moi c'est Hautia et je suis gérante de la société Tahiti Dry Factory et plus connue sous le nom de Tahitian Tasty. Alors, en gros, moi je viens plutôt de la filière environnement, donc j'ai fait un master en politique environnementale et développement durable avec un petit passage à la fondation Nicolas Hulot. Donc du coup, voilà, ça m'a bien sensibilisée à toutes ces questions alimentaires, agriculture, mais pas que, énergie, déchets. Donc j'ai un peu balayé toutes les thématiques. Et c'est vrai que sur mon parcours, j'avais jamais encore approché les agriculteurs. Donc ça fait quelques années que la thématique alimentation m'intéresse et du coup c'est comme ça que voilà, je suis venue à travailler dans ce domaine. La philosophie après du projet de l'entreprise, c'est vraiment de travailler avec les produits locaux, travailler avec les agriculteurs, travailler la proximité et puis valoriser l'agriculture locale. Parce qu'on a de la chance. Ouais, non, c'est parce qu'on a de la chance d'être là, qu'on a une diversité de produits, on a de bons produits, de beaux produits. On fait des confitures
Bientôt, on va faire des fruits secs, ananas, papaye, mangue et banane. Et on va développer aussi une gamme de chips. Et les anciens, ils étaient carrément plus observateurs par rapport à la nature, ils étaient carrément plus connectés, alors que nous, aujourd'hui, on est plus connectés à notre vie. Donc forcément, il faut écouter, regarder ce que les anciens ont fait et il faut adapter à notre mode de vie. Yorana, je suis Audrey Lachaud, j'ai 38 ans et je me définis comme une entrepreneur sociale. Donc quand on a créé La Ruche qui dit oui, l'idée c'était de permettre à des consommateurs de consommer des produits locaux très facilement au moyen d'une plateforme internet qui permet la commande de produits. Et l'avantage pour le producteur, c'est qu'il ne se déplace pas s'il n'a pas vendu de produits. Donc, moi, les grands-parents de mes enfants, ils ont vécu en allant pêcher du poisson, en mangeant ce qu'ils avaient planté dans le jardin. J'ai du mal à comprendre que cette vie elle soit derrière et que maintenant on soit proposé des frites et du poulet aux hormones. Excellent! Donc, consommer local et sans emballage, c'est possible. Mais maintenant, pour faire la vaisselle, la lessive et laver les toilettes, tu sais, tous les trucs sympas à faire le soir après le boulot, on achète quoi? Donc, bonjour, moi je m'appelle Samantha, je suis gérante de Ecofaré. Donc Ecofaré, c'est une jeune entreprise qui a été créée début de cette année 2018 qui fabrique des produits d'entretien pour la maison et pour le linge, donc de la lessive, écologique et économique. Donc sans produits chimiques, sans conservateurs, sans tensioactifs. Donc en fait j'ai eu cette idée d'abord effectivement donc je suis plutôt sportive, donc j'essaye de manger sainement. Donc après j'ai essayé de pousser ça un petit peu plus loin sur les produits d'entretien pour préserver ma famille des perturbateurs endocriniens et tout ça. Donc je me suis mis à faire tous ces produits pour moi et pour ma famille pendant environ 1 ou 2 ans. Et puis je trouvais que c'était des produits qui fonctionnaient bien, qui n'étaient pas très coûteux à réaliser. Je trouvais ça dommage de ne pas en faire profiter d'autres personnes. Je me suis rendu compte aussi qu'à faire ces produits, je ne jetais plus mes flacons à la poubelle, donc d'où l'idée du vrac. Et donc je me suis dit que c'était quand même une idée à développer parce que les gens n'ont plus le temps, n'ont pas forcément envie de le faire et que si on le faisait et qu'on pouvait le vendre pas trop cher, ça permettrait aux gens d'utiliser ce genre de produit et qu'on le fabrique pour eux. Donc aujourd'hui on a 4 produits. De la lessive pour le linge, du produit vaisselle pour la vaisselle à la main, pas encore pour les lave-vaisselle, du nettoyant toute surface, donc qui fait tout, sol, cuisine, salle de bain, et un produit à vitre. Donc ces produits, les recettes sont simples. Moi je me suis inspirée des recettes de grand-mère avec des produits qu'elles utilisaient, c'est-à-dire des huiles essentielles, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, qui ont été complètement oubliés où les personnes n'ont plus envie de faire, surtout plus le temps de faire leurs produits. Mais en fait c'est des recettes qui sont très efficaces. Donc dans nos projets recherche et développement, l'idée ça serait effectivement d'arriver à avoir quasiment l'intégralité de nos matières premières qui viennent du Fénois, de la Polynésie. Aujourd'hui on a un projet de recherche et développement sur les huiles essentielles, donc remplacer les huiles essentielles aujourd'hui qui sont principalement la lavande et le tea tree qui sont des super huiles essentielles antibactériennes, antifongicides, et voilà. Donc de remplacer ces huiles par le basilic local qui s'appelle le Myrrhitaratoni et les agrumes qui ont des pouvoirs quasiment équivalents que le tea tree et la lavande. Et l'idée en plus c'est que les agrumes, les huiles essentielles se font à partir du zeste, donc on pourrait récupérer les déchets des sociétés agroalimentaires, des restaurants et recycler ces déchets. Après on a d'autres projets aussi, on travaille beaucoup sur la qualité de nos flacons. On aimerait trouver des flacons plus écologiques, donc on essaie de trouver, on a trouvé un premier fournisseur de bouteilles en plastique végétal. Normalement, on est vraiment sur une gamme basse en termes de tarifs par rapport au marché. On essaie vraiment de faire en sorte que l'idée c'était aussi que tout ce qui est bon pour la santé soit pas forcément toujours plus cher et que tout le monde puisse avoir accès à nos produits et que, voire même à l'inverse, qu'il y ait des gens qui finalement se retrouvent à faire un geste écologique en pensant uniquement peut-être au côté économique, mais même s'ils n'ont pas forcément touché ou sensibilisé par l'environnement, que finalement ils vont faire un geste pour l'environnement parce qu'ils vont se dire je vais économiser 750 francs de bidon en le remplissant. Et pour l'énergie, comment on fait? Bon, ici on n'a pas trop le problème de chauffage, mais la clim, ça consomme. La puissance de nos rivières peut nous aider à produire de l'électricité, à condition de respecter l'écosystème des vallées. Oui, Yorana,
Donc moi je m'appelle Herehia Elm. Donc au départ, en juillet 2014, j'ai commencé à réaliser ma thèse grâce à Marama Nui. Mon laboratoire était le CRIOB, où on voulait évaluer l'impact des aménagements hydroélectriques sur la migration des anguilles de Polynésie française, où la vallée de Papineau était le site justement étudié. Et je me suis dit, mais et nos anguilles? Est-ce qu'elles sont étudiées et tout? Donc j'ai fait des recherches sur internet, mais il n'y avait rien, il n'y avait complètement rien. Et donc je sors de mon master, j'ai fini mon master et tout, et je vois un article dans la dépêche où ils disent ils cherchent un étudiant, justement quelqu'un qui va étudier les anguilles. J'ai postulé et ils m'ont pris. Donc pour moi, l'anguille déjà c'était sacré parce que grâce à nos légendes, surtout la légende de Hina ou du cocotier, où l'anguille représente la création de la vie, mais c'est également un symbole écologique. Pourquoi? C'est le plus grand prédateur de nos rivières. Donc un dicton polynésien dit qu'une rivière est en bonne santé s'il y a des anguilles. C'est pas que ça nettoie les déchets, mais s'il y a des anguilles, et bien en fait tout le reste de la chaîne alimentaire est en bonne santé. Alors justement, la thèse a prouvé qu'elles arrivaient à monter les barrages et un marquage a prouvé qu'elles arrivaient à descendre. Après, il faudrait continuer, justement, c'est pour ça que je continue mes recherches, je continue mes campagnes de pêche pour évaluer justement l'impact. Mais comme on voit, les barrages ne sont pas le problème. Un des problèmes qu'on a justement évalué, c'était plutôt les canaux de fuite, donc les canaux creusés pour faire sortir les eaux turbinées, où justement, vu que les anguilles et les autres espèces de nos rivières sont rhéophiles, c'est-à-dire qu'elles adorent le haut débit d'eau, donc elles sont plus en fait attirées par ce canal que par le cours principal de la rivière. C'est pas que ça les tue, mais ça reste un cul-de-sac écologique. Donc au niveau écologique, ça ne va pas. Donc on est en train de trouver des solutions pour arrêter justement ce problème. Donc on a posé une nouvelle turbine, donc very low head, c'est-à-dire de basse chute, où justement cette turbine est 100% ichtyophile. C'est-à-dire que n'importe quel poisson qui passe à l'intérieur n'est pas blessé et ne peut pas mourir. Donc ça a été prouvé scientifiquement. Alors pour moi, l'énergie hydroélectrique serait une bonne solution pour augmenter justement notre production d'énergie renouvelable, vu que notre pays est en pleine transition énergétique, où le pays veut justement atteindre au moins 50% d'énergie renouvelable. Et pour moi, je pense que l'hydroélectricité serait un bon moyen. Pourquoi? Parce que 5 vallées sont aménagées seulement sur 72 rivières. Donc on a vraiment un gros potentiel. Et vu qu'on a un climat tropical, il pleut souvent chez nous. Donc nos bassins peuvent être remplis souvent. Et waouh, j'ai trop de la chance. Je suis pas tout le temps au bureau, je suis souvent dans la vallée. C'est quand même, je sais pas, c'est comme un rêve quoi. Tu travailles, tu vas souvent dans la vallée, c'est beau quoi. Décidément, avec l'écologie, le truc cool, c'est qu'on peut tous faire sa part. Qu'on soit agriculteur, entrepreneur ou consommateur, on a tous une responsabilité. Cyril Dion, qui a fondé le mouvement Colibris avec Pierre Rabhi, nous dit « Nous sommes la première génération qui ressent l'effet du changement climatique et certainement la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Il est trop tard pour être pessimiste. Réveillons-nous, Myanmar. On a tous vu des images de tortues ou de dauphins blessés par le plastique, ou des images de nos motus isolés dans le Pacifique, recouverts d'une soupe de microparticules de plastique. Qu'on se le dise, il est venu le temps de dire « Nana » une bonne fois pour toutes au plastique. Donc moi c'est Mona, Mondermassen. Je suis responsable du collectif Nana Sac Plastique. Et donc c'était un mouvement de citoyens engagés. On organise pas mal d'actions de sensibilisation. Notre première action majeure a été de rencontrer des commerçants de la Polynésie, un peu partout, enfin déjà sur Tahiti, afin de leur faire signer une charte d'engagement et qui les engage à ne plus distribuer de sacs plastiques en caisse. C'est pour ça que ça s'appelait Nana Sac Plastique, qui veut dire au revoir les sacs plastiques en fait. Très rapidement, on a étendu ce mouvement au plastique à usage unique, donc l'ensemble de la pollution. Donc en fait, le plastique qu'on peut utiliser tous les jours dans son quotidien, qui pendant 10 minutes et qui met plus de 400 ans, plus de 400 et 1000 ans à se dégrader. Quand on voit l'impact que ça a sur les écosystèmes, c'est pour ça que nous on a décidé d'agir.
Donc on fait beaucoup d'actions de sensibilisation vis-à-vis des commerçants. 110 commerçants ont accepté de signer cette charte depuis la mise en place depuis la création du collectif, donc depuis 1 an et demi. Et on fait des actions de nettoyage comme ce matin. On en fait souvent et aujourd'hui c'est le World Cleanup Day. La petite particularité c'est qu'aujourd'hui on va apporter une touche un peu personnelle et locale, c'est qu'on va replanter derrière. Donc le nom du mouvement c'est Hotora, ça veut dire refaire jaillir la vie en fait. Les scientifiques disent que d'ici 2050, donc dans 30 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Ça doit nous faire réagir tous. Déjà en tant que Polynésiens parce qu'on est proche de l'océan, c'est notre ressource primaire. Sans l'océan, on n'est rien. On a toujours vécu avec l'océan, avec tout ce que nous fournit l'océan. Savoir que d'ici 30 ans, nos enfants ne connaîtront peut-être pas les poissons, c'est ça qui nous fait peur aujourd'hui. Et c'est ce qui doit faire peur à la majorité des gens qui peuplent cette planète en fait, quoi. Donc nous on prend le réutilisable, c'est-à-dire que localement il y a des solutions vis-à-vis du sac plastique, il y a le paoré, panier paoré, donc c'est totalement végétal et c'est fait localement et ça aide l'économie locale, les artisans. Il y a également donc les sacs en toile de jute, les sacs en coton, les Tupperware qu'on peut prendre pour aller récupérer à manger à emporter, plutôt qu'utiliser une barquette en plastique qu'on va utiliser 10 minutes et qui va mettre plus de 400 onces dégradées. Voilà, les pailles en bambou, c'est vraiment besoin de paille, mais in fine, on peut très bien boire tout type de boisson directement sans utiliser de paille. Donc je dirais, réveillons-nous à l'ensemble de l'humanité, réveillons-nous et inspirons-nous de ce que fait la nature. Non seulement on sera plus durable, on en sera plus vertueux également. Encore une fois, nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Il ne faut pas dire que les êtres humains, tout leur appartient sur Terre. Il y a d'autres créatures qui ne demandent qu'à vivre en harmonie et qui essayent de survivre avec nous malheureusement, quoi. Donc essayons de vivre tous ensemble en harmonie et de laisser un futur durable pour les générations après nous. Parce que, encore une fois, le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pour les générations futures, c'est pour les enfants qui vont venir, etc., etc., etc. Dans 30, 40, 50 ans, quel monde on va leur laisser? Moi, je souhaite, je n'ai pas encore d'enfants, mais je souhaite que mes enfants grandissent sur une planète qui leur permet de vivre et non pas de survivre. C'est ça le but. Si chacun d'entre nous, ne serait-ce que de son quotidien, apprend à comment on dit ça, limiter sa consommation de viande, à réutiliser ce qui est réutilisé plutôt que de produire des déchets, etc., etc. Voilà, petit à petit, les petites rivières font des grands fleuves, etc., etc., etc. Yorana, moi c'est Jason, je fais partie du collectif Les Colibris et j'ai 22 ans. Un simple petit colibri commence à ramasser des gouttes d'eau pour essayer d'éteindre le feu à coups de petites gouttes. Il est beaucoup dévisagé par les autres animaux et il le demande pourquoi est-ce qu'il s'embête à faire cet effort alors que c'est un petit effort qui n'éteindra jamais l'incendie. Simplement le colibri leur répond « Eh bien moi je fais ma part ». Je me suis sensibilisé à l'environnement via des vidéos sur YouTube, des conférences que j'ai croisées, et de vraiment produire un outil qui permette aux gens de faire des choix écologiques. Pour montrer à long terme qu'on pourrait, on est quoi, 260 000 en Polynésie française, que 260 000 personnes peuvent vraiment vivre en lien avec la nature et pas contre, arriver à un équilibre entre le confort et le respect de l'environnement. Je cherche à développer mon autonomie, principalement alimentaire, pour simplement faire pousser ma nourriture. Je travaille aussi à me former sur l'éco-construction, parce qu'à Tahiti, on a de la terre argileuse, tout pousse très vite, donc c'est facile d'avoir de la paille, et on peut facilement revenir à des constructions en terre cuite. De revenir à ces techniques avec les nouvelles connaissances qu'on a, et la permaculture réunit tout ça. Je me suis rendu compte que ici c'était chez moi, que le Fénois c'était beau, qu'on a vraiment la belle vie, on a tout ce qu'il faut. Moi j'ai 22 ans, je suis encore assez jeune, j'ai expérimenté beaucoup de choses et vraiment c'est possible. Au début ça peut être compliqué mais il faut vraiment pas oublier où on va. Et où on va c'est vers une Polynésie, vers Tahiti, vraiment dans toute sa splendeur où les Polynésiens reviennent à vivre avec la nature, quoi. Yorana, moi je m'appelle Yannick, je suis moniteur de kite. Donc ici on est dans mon école, à Daspot, sur la plage de Vitimahana. Je donne des cours d'initiation au perfectionnement. Et puis voilà, avec les jeunes du quartier, donc à un moment donné j'ai vu qu'ils étaient motivés. Ils venaient me voir, qu'ils en fait, ils étaient intéressés par les cours.
Bon, vu qu'ils n'ont pas d'argent, donc moi je leur ai proposé un deal, c'est qu'ils venaient m'aider à préparer le matériel et surtout à nettoyer la plage. Donc c'est parti comme ça, et puis maintenant aujourd'hui ils sont 4 à naviguer, un 5e qui commence à naviguer, et puis voilà, ils sont là quasi tous les jours de vacances. Ah ouais, ça progresse très bien, hein. Donc il y en a qui font des petits sauts, l'année dernière on a organisé une compétition, du coup ils ont participé à la compétition, c'était la première fois qu'on faisait une compétition junior. Et voilà, donc tout était positif. Alors c'est important de leur faire ça, de leur faire nettoyer la plage, parce qu'en fait c'est une prise de conscience aussi. Bah, il y a des saletés partout, mais voilà quoi. Donc c'est une prise de conscience. Ils viennent, ils ramassent, ils nettoient, et puis voilà, tout est propre à la fin, et puis voilà, tout le monde est content aussi. Alors c'est gagnant-gagnant pour tous les deux côtés, parce qu'en fait, ils viennent, ils nettoient, on a la plage propre, et puis en même temps, ils font du kite, un sport qui coûte assez cher, et que voilà, ils ont la possibilité d'en faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand je les vois naviguer, je suis fier de ce qu'ils sont devenus. Hein. Ils sont partis de rien, ils étaient là sur la plage et aujourd'hui ils sont dans les airs. Je les vois sauter, faire des figures et tout. Ils s'éclatent toute la journée, ils reviennent, ils ont le sourire. Donc moi je suis très content. Hein. Bon, c'est un bonheur pour moi aussi. Réduire ses emballages et ses déchets dans le Faré. Ça veut dire utiliser moins de plastique, mais aussi descendre moins souvent les poubelles. Pas mal, non? Yorana, je suis Sarah. Je suis à l'initiative du défi Famille Zéro Déchet et plus globalement, je suis incubatrice d'idées autour de la sensibilisation à l'environnement. Puisqu'ici on trie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication autour des déchets, mais finalement pas autour de l'acte d'achat. C'était vraiment une envie aussi personnelle de prendre conscience en fait de son acte d'achat. Et j'avais pas envie de faire ce défi toute seule. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de le réaliser avec d'autres familles. Et ces familles-là avaient pour objectif, dans un premier temps, pendant un petit mois, de peser leurs déchets sans faire aucun geste, consommer normalement. Elles ont démarré le défi pendant 4 mois et chaque semaine, elles devaient peser leurs poubelles et m'envoyer leurs données. Et effectivement, on a eu des gros progrès au bout du 4e mois. Et on va dire que sur ces 22 familles, en gros, il y a eu une réduction de 50 à 60% du poids de la poubelle. Le vainqueur, c'est donc une famille monoparentale avec un enfant. Il démarrait effectivement à 4 kg à peu près de déchets sans faire vraiment d'effort. C'était pas du tout dans sa ligne de mire au départ. Et il est arrivé à 80 grammes par semaine. Et on sait tous que dès qu'on est, on est producteur de déchets. On se lève, on est producteur de déchets. Donc finalement, pour moi, là aujourd'hui, ce qui est important, c'est la prise de conscience de notre être en tant que consommateur, en fait. On est dans la règle, en fait, des trois R. Premier R, refuser et réduire. Deuxième R, c'est réutiliser. Et troisième R, c'est recycler, voire réparer. Yorana la capitale, c'est Nanou. Ma prise de conscience environnementale, c'est depuis pas mal de temps. J'ai un composteur pour les déchets organiques. J'essaye aussi d'utiliser un maximum de contenants qu'on peut réutiliser, du type bocaux en verre. Par exemple, j'ai pas de bouteille d'eau, j'achète pas de pack d'eau. Donc j'ai fait aussi une vidéo sur un dépotoir, on va dire, sauvage, qu'il y avait en bas de chez moi. Et je me suis rendu compte également que, de par mon influence, ça pourrait faire bouger des choses. C'est-à-dire que le lendemain même, il n'y avait plus tout a été ramassé, alors que ça fait au moins 2 mois que c'est là. Donc le mouvement Nana Sac Plastique a fait appel à moi pour pouvoir profiter de ma visibilité, pour signer leur pétition, afin de faire interdire l'importation des sacs plastiques à usage unique. Proposer localement des alternatives, parce que tout ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est encore importé.
Donc il y a aussi des choses qui peuvent être faites en feuilles, de bananier par exemple. Donc tout ça, on a envie de créer de l'emploi, on a envie de s'occuper de l'environnement, donc tout est lié, on pourrait faire. Quand on va à la plage, il y a les feuilles de puro, il y a les feuilles de caraya, et on peut manger dedans comme on peut manger dans sa noix de coco. J'ai pensé à faire un endroit où on peut récupérer tous les déchets organiques pour fabriquer du compost à échelle de quartier, hein. Influencer et impulser d'autres quartiers à faire ça et donner donc la possibilité aux gens du coup de venir récupérer le compost pour après planter chez eux. Chacun est acteur et après bénéficiaire de cette action. Avec notre écosystème, notre deuxième grande richesse, c'est notre culture. Si on devient tous éco-citoyens, Tahiti pourra montrer l'exemple au monde entier. Et si l'écologie devenait notre marque de fabrique, comme la danse, les tatouages ou le surf. Yorana, je m'appelle Pauline Sillinger, j'ai 24 ans et je suis consultante en développement durable ici en Polynésie française. J'ai grandi sur l'île de Moorea, qui est l'île sœur de Tahiti, et c'est une île qui est encore vachement préservée au niveau environnemental. Donc chez nous, on n'avait pas de télé, on passait la plupart de nos journées à l'extérieur, à jouer dans le lagon, à ramasser les coquillages, à aller marcher dans la montagne. Alors en fait, on a créé en janvier 2017 un réseau qui s'appelle le réseau éco-sentinelle Hematara, c'est la version tahitienne du nom. Le but de ce réseau, en fait, ça a été d'avoir des relais environnement. Donc en fait, le mot éco-sentinelle, tout d'abord, ça fait référence au mot écologie, donc plus ou moins protection de l'environnement et ses dérivés. Et sentinelle, ça fait référence au mot surveiller, en fait, veiller, être là et faire en sorte que ce soit protégé, hein. Donc en fait, un éco-sentinelle, c'est une personne bénévole qui a la tâche de veiller à la protection et à la promotion de l'environnement en Polynésie française. Donc de façon plus concrète, en fait, ces personnes bénévoles vont être dans les îles ou dans des communes plus ou moins éloignées du centre administratif de Tahiti, qui est Papeete. Et en fait, elles vont avoir une formation de base au développement durable. Donc c'est une formation qu'on a mis en place, nous, avec Te Oranaho, qui a plein de modules différents. Alors ça va de la gestion des déchets, la gestion de l'eau et de l'énergie, à tout ce qui est environnement marin, environnement terrestre, agriculture alternative. On a un module sur l'économie alternative, sur les connaissances écologiques traditionnelles, donc tout ce qui est vraiment l'aspect culture, etc., etc. Ouais, en fait, ce qui est génial avec ce réseau éco-sentinelle, c'est que nous, on est là pour semer des graines et on ne sait jamais qu'est-ce qui va en ressortir. Et déjà maintenant, alors que ça fait à peine 1 an et demi qu'on a lancé ce réseau, on a déjà des éco-sentinelles qui disent, ben voilà, est-ce que tu peux m'aider à m'accompagner à monter un projet qui va avoir encore plus d'impact positif que juste une seule personne formée. Yorana, je suis Hinatea Colombani, j'ai 33 ans, je suis professeure de danse tahitienne et avec Moé, mon chéri, on a monté le centre culturel Arioy, un espace communautaire pour la population de Papara afin justement de lier les générations entre elles, des enfants en périscolaire mais également des adultes qui viennent partager et des personnes plus âgées. Une bonne majorité de nos élèves, de nos effectifs sont issus de quartiers prioritaires. Pour moi, il fallait absolument qu'il y ait aussi un fa'apu maori, donc, avec les plantes avec lesquelles les Tahitiens sont venus. J'ai implanté l'ensemble des plantes comestibles et même non comestibles, les plantes médicinales, à la fin d'avoir l'ensemble des espèces que les Polynésiens ont introduites. Oui, à la dernière école de patates douces, certains enfants, on a appris de leurs parents, ils avaient dormi, pas qu'une seule nuit, hein, certains plusieurs nuits, avec la patate douce qu'ils ont récoltée, qu'ils avaient du mal à la manger par la suite. C'est les enfants qu'on veut toucher, c'est des éponges, ils absorbent les connaissances. C'est cool au fait de planter du taro et surtout de le mettre à table ensuite et de le partager avec un invité et de dire ben ça vient du jardin quoi. Il faut considérer Arioy comme une pieuvre parce qu'on a énormément de projets. Notamment là on va sortir un écologe. Tout ce qui sera électricité sera issu d'une hydroturbine parce qu'on a la chance d'être bordure de rivière et d'avoir un captage et donc du coup ça va nous permettre de faire une électricité verte, de faire du camp
culturelle et environnementale, à la fois pour des scolaires en Polynésie, mais également dans le Pacifique, parce qu'on a beaucoup de demandes de scolaires du Pacifique, et on se rend compte qu'on a beaucoup de demandes également de groupes de danse de l'étranger qui souhaitent venir en immersion. On est connecté à l'environnement, on est connecté aux éléments, et si on prend conscience de ça, de ne pas se couper de tout ça, c'est juste magnifique ce qui arrive. Agir rend heureux. C'est à toi de passer à l'action. Ok, on se tait. Le mot de la fin peut être laissé à un grand monsieur. Yann Arthus Bertrand. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis photographe, réalisateur et un peu activiste. Il y a très peu de gens qui veulent vraiment changer la manière de vivre. Et on est tellement habitué aussi d'être aidé par l'État dans notre pays. On attend tout de l'État quand on dit c'est à l'État de régler le problème du changement climatique. C'est vrai qu'on est un peu perdu devant l'énormité de ce qui arrive en ce moment sur la perte de la biodiversité. On peut parler de la surpêche. Quoi faire? On se sent un peu perdu. Et je pense qu'il ne faut pas attendre des politiques de faire quelque chose, parce que le politique il est complètement paralysé par cette religion de la croissance. Alors il y a des petites mesurettes, mais qui ne sont pas suffisantes. Ce qui peut changer les choses, c'est une révolution spirituelle, c'est-à-dire que chacun se rende compte de sa responsabilité à son niveau. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de responsabilités, mais qui peuvent changer, parce que le réchauffement climatique, c'est intéressant, c'est que tout le monde peut faire quelque chose. On n'est pas perdu, on peut, si on mange moins de viande, si on fait moins de bagnole, on participe à réduire son gaz à effet de serre. Et cette révolution, elle est spirituelle, quoi. Si on parle d'éthique, de morale, d'honnêteté, voilà, d'amour de la vie, quoi, et de respect de toute personne qui a des enfants devrait se dire, qu'est-ce que je peux faire? Chaque initiative est tellement très importante, parce que celle qui va donner le modèle aux autres, quoi, au système politique. Si on faisait tous, je dis toujours, moi, si tout le monde mangeait bio, il n'y aurait pas de Monsanto. C'est très simple. Les gens ont l'impression que c'est la faute des autres. En fin de compte, c'est notre faute. Il ne faut pas laisser aux ONG le soin de changer le monde. C'est à toi de le faire. Ça veut dire qu'on n'en fait pas assez. Il y a de bonnes initiatives, il y a plein de gens qui s'engagent, mais pas assez. Donc tu dois faire partie, toi aussi, du changement. Et ne pas regarder ça en disant c'est formidable, il y a des gens qui changent, donc ça va marcher. Non, si tu ne changes pas toi, le monde ne changera pas. C'est ça qui est intéressant. Vivre mieux avec moins, c'est pas quelque chose qui est très populaire. La décroissance, et je pense que la décroissance, c'est un mot mal élevé, la décroissance, c'est un mot que personne n'a envie de dire, mais je pense que la décroissance serait pas mal. Il faut avoir le courage aussi de la vérité, il faut avoir le courage de dire les choses. Moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus... j'ai envie de dire les choses. J'ai envie de dire, attendez, les enfants, ça va être épouvantable ce qui va se passer, réveillez-vous. Et c'est ça qu'il faut, les jetons. Même si on arrêtait complètement d'émettre du carbone aujourd'hui, la Terre continuerait à se réchauffer pendant 50 ans. Alors tu dis, mais à quoi bon, quoi? Non, il faut faire quand même. Parce que d'abord, ne rien faire, c'est être dans la tristesse absolue, quoi. De dire le monde est foutu, à moi d'en profiter, c'est épouvantable, quoi. Tu ne peux pas bien dormir le soir. Et je pense qu'agir rend heureux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de ma fondation qu'on dit beaucoup. Agir rend heureux. D'être un écolo, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aimer les arbres, d'aimer les animaux, d'aimer la mer, mais c'est aussi d'aimer les gens, putain. À popo. 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 S'il vous plaît. À popo. À popo. À popo. À popo. À popo. À popo en air. À popo. À popo. À popo, c'est bien. Save the reef and à popo. Ils essayent, hein. Ils essayent, il y a crème parfaite, mais ils essayent. Yorana, bienvenue à l'épicerie Ecovac, la première épicerie donc de proche.
Yorana, bienvenue à... ça va pas faire, ça va pas. Première épicerie de produits vendus sans emballage. Mais non, mais justement, il nous faut... Ah, c'est bon. Aussi, c'est le petit contenant, ça. Et toi qui tu es? Mon nom, oui. Je suis. Oui, je suis. Donc, on reprend, coupé, que. Tup. Le centre culturel à Lille. Et toi qui tu es? Ça c'est pour le best-of ça. Bonjour, je suis Moé. Je suis Moé. J'ai 32 ans. Donc là on fait... Ouais, non, c'est pas évident. Non, mais... Allez, 3, 4. Yorana la capitale, donc c'est Nanou. Ah, c'est pas grave. Yorana. Prends ton temps, prends ton temps. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comment... J'allais vous dire combien de temps vous voulez que ça dure. Comment... L'éducation. Ça va les poulets là. Attends qu'il se calme un peu, hein, je vais la reprendre à ce moment-là. En fait, pour nourrir nos poissons, une fois qu'on a fini de râper le coco on le met dans l'eau et les poissons, et ben, ils mangent tout le coco. Eh oui, les poissons nos poissons mangent du coco. Oui. Roumou chouchou bouboule. Dis bonjour à la caméra. Coucou. C'est moi, Bouboule. Coucou, c'est moi. Yorana, c'est ça non? Ouais. Bon allez on reprend. Comment tu m'as dit tout à l'heure? Non, il n'y a pas un truc spécial. Moi j'ai débarré, j'ai fait des études d'ingénieur. À l'époque, je vais pas dire mon âge, mais à l'époque genre... On reprend. C'est un caillou dessus. Ça va? Je suis pas en fait français, t'es marqué pour Nouvelle question. C'est ma question qui était mauvaise. Coupez. Bonjour. Allez-y. Ok, bonjour. On recommence, c'est pas grave. Excuse-moi. Il y a pas mal d'anecdotes comme ça. Couturière. Voilà. Hey. On va faire simple. On va faire ça. Voilà. Il veut dans la caméra. Nouvelle star. Ouais, voilà. Comment ça Les différents sacs plages. On va reprendre. Allez, vas-y, reprends. Après, d'accélérer. Non, on va recouper. Allez, reprends, vas-y. 3, 2, 1. Ils sont mis. Non, on va couper. 3. Voilà. Parce qu'on l'a J'étais très bon. Voilà. Premier coup. Et l'écologie politique, elle était trop, tu vois, en combat avec les gens qui ne pensaient pas comme eux. Ça, je pense que c'est un tort. On va amener les gens en les aimant. C'est pas facile. C'est une belle conclusion. C'est ça en fait. C'est bon? C'est normal. Ça, c'est pour le best-of. Aita o hina aro ia I te here orara o hiemo to oe apapu to e ahuru to oe para taito mana o hia to oe
apapu Toe moe moe ahuru Toe para taito